Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans votre émission du dimanche, le choc des idées. Avec mes deux acolytes. Stéphane Simon, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et Arthur de Vatrigan, bonjour à vous. Bonjour. Directeur du magazine L'Incorrect, qu'on peut retrouver évidemment dans vos kiosques. Alors chaque dimanche, Sud Radio donne la parole à une voix libre, une voix forte et une voix qui n'a pas peur de déranger par ses idées. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Chantal Delsol. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous publiez chez Odile Jacob La tragédie migratoire et la chute des empires. Alors avec vous, nous allons notamment nous poser un certain nombre de questions. Peut-on comparer l'Occident dans lequel nous vivons à l'Empire romain tardif? Est-ce que nous faisons face, à de nouvelles invasions barbares? Comment faire face à l'immigration et comment les appréhender? Nous allons y revenir avec vous. Mais avant cela, je vous propose de retrouver la carte blanche de notre ami Stéphane Simon. Alors ma carte blanche tient en une question, à moins que ce ne soit une plainte. Affaire Epstein, pourquoi tant de complaisance? Car voyez, quand Chantal Delsol parle dans son livre du parallèle entre la chute de l'Empire romain et la fin annoncée de l'Occident, je ne peux m'empêcher de constater que les élites dont nous parle l'affaire Epstein a quelque chose à voir avec les mœurs déliquescentes et vicieuses des élites romaines. Et voilà que je repense à la phrase du président chinois Mao Tse-tung, le poisson pourri par la tête. Dans cette affaire Jeffrey Epstein, ce qui est coupable, c'est aussi cette formidable indifférence judiciaire qui entoure les agissements du pédocriminel. Écoutez bien, Jeffrey Epstein a commencé ses agressions sur des très jeunes femmes, souvent encore équipées d'appareils dentaires, dès 1996, peut-être même avant, car qui peut croire que le prédateur, alors âgé d'une quarantaine d'années, s'était tenu jusqu'alors à carreau. Aidé dans sa chasse par sa complice Ghislaine Maxwell, il est inquiété presque par hasard par la police de Miami, 10 ans plus tard, et est condamné une première fois en 2008, mais il réussit à faire minorer les chefs d'inculpation, il est condamné seulement pour racolage de mineurs, et négocie une peine de prison de 18 mois seulement. Relâché, il continue comme si de rien n'était. Aux États-Unis, où il organise des orgies sur son île privée, mais aussi à Paris, où notons qu'il passe la moitié de son temps. Ce n'est que 7 ans plus tard, en janvier 2015, qu'une Américaine affirme sous serment qu'à l'âge de 17 ans, elle a été utilisée par Epstein comme esclave sexuelle à son service et celui de ses amis puissants. De nouvelles plaintes affluent alors et Jeffrey Epstein est arrêté le 6 juillet 2019, une seconde fois, alors qu'il rentre de Paris encore. Il se suicide quelques jours plus tard, le 10 août 2019, et depuis, pas grand-chose non plus. Il faudra attendre la décision de juillet 2025 de déclassifier les sources pour que l'attention médiatique revienne au galop sur cette affaire. Ce qui est incroyable dans cette affaire, justement, c'est que tous ses amis de débauche, ceux qui ont profité de ses cadeaux sexuels, de ses largesses, n'ont jamais été entendus. Même pas en qualité de témoin. Oui, vous avez bien entendu, ni le prince Andrew, ni Bill Clinton, ni Ehud Barak, encore moins Jack Lang, n'ont été entendus par une justice américaine qui a tout fait pour ne rien faire et surtout ne rien savoir. Rien savoir depuis plus de 30 ans. En gros, si vous êtes spectateur de Netflix, vous avez pu découvrir les frasques de Jeffrey Epstein à travers la série documentaire Filthy Rich dès 2020, puis de sa complice Ghislaine Maxwell dès 2022, c'est-à-dire en même temps que son procès. Mais ce qui est fou, c'est que le spectateur en sait autant que le magistrat américain et que tout a été fait pour ne juger que le couple, mais aucun complice, et encore moins tous ces consommateurs de chair fraîche. Ne croyez pas que la justice et la justice américaine et la police américaine ont le monopole de la politique de l'autruche. Ici, à Paris, pareil. Les policiers de l'anticriminalité ont bien démarré une enquête, mais ils ont été sommés d'arrêter rapidement. L'action judiciaire s'est éteinte avec le suicide du complice français d'Epstein, Jean-Luc Brunel, un de ses rabatteurs favoris, chargé d'organiser des rencontres dans son appartement de 800 mètres carrés avenue Foch. Jean-Luc Brunel, lui-même retrouvé mort en février 2022. Depuis 5 ans, donc, rien. Ce qui porte le total des années de silence à 30. 30 ans d'impunité, ça fait réfléchir, faute d'avoir agi. Alors Chantal Delsol, est-ce que ces frasques et cette incurie des élites a quelque chose qui rappelle la décadence des élites romaines? La décadence en général Qu'est-ce que c'est la décadence? C'est effectivement la déliquescence des mœurs, mais c'est surtout le fait que les élites se croient au-dessus des lois. C'est le fait d'une république qui ne marche plus. Donc là, en l'occurrence, nous avons des gens, ceux dont vous venez de parler, qui se croient tout permis parce qu'ils connaissent tout le monde, donc ils s'arrangent entre eux, finalement.
Mais ils savent très bien que tout ça est un pétard qui est dans leur poche, puisque finalement, quand on les attrape vraiment, ils se suicident. Donc, ça prouve qu'ils savent très bien que pour eux, tout est terminé. Mais tant que ça marche, les gens qui passent leur vie, finalement, à serrer la main de tous les présidents, et ils se croient un peu tout permis. Ça, je crois que c'est le fait de toute décadence. Chez les Romains, c'était le même type de système, même si, évidemment, c'est pas vraiment comparable, mais... Est-ce que ça n'a pas toujours existé, malheureusement? Oui, naturellement. Quelle que soit la période, que ce soit une période de prospérité ou une période de déclin. Dans les régimes non démocratiques, c'est permanent. Parce que comme vous n'avez pas de contre-pouvoir, tout est possible. Et chez les oligarques russes, c'est la même chose. C'est partout comme ça. Dans les régimes communistes, c'était terrible. Mais dans des pays démocratiques ou républicains ou les deux, comme nous sommes, c'est une démonstration de la décadence, c'est-à-dire c'est une preuve que les contre-pouvoirs ne fonctionnent plus. Un clin d'œil d'ailleurs à notre ami André Berkoff sur Sud Radio, à qui l'affaire Epstein rappelle la vie des 12 Césars de Suétone, dans lesquels on peut retrouver notamment les frasques de l'empereur Tibère. On va avec vous, ma chère Sandale Del Sol, parler de votre ouvrage, justement, je le rappelle, La tragédie migratoire et la chute des empires, Saint-Augustin et nous, chez Odile Jacob, un livre qu'a dévoré notre ami Arthur de Vatrigan. Et vous allez nous expliquer pourquoi, mon cher Arthur. Pour rappeler peut-être d'abord qui est Chantal Del Sol, élève de Julian Freud, spécialiste d'Hannah Arendt, membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2007. Chantal Del Sol, vous êtes l'une des figures majeures du débat intellectuel français. Et pour plusieurs raisons. Alors parce que déjà, vous êtes l'une des philosophes à avoir le plus scrupuleusement disséqué les plis et replis de nos sociétés postmodernes, bâtissant une œuvre à la fois magistrale et incontournable, dont on peut citer L'âge du renoncement, Les pierres glangles, À quoi nous tenons-nous, La haine du monde, mais aussi parce que vous possédez cette qualité rare et précieuse et souvent déstabilisante, celle de savoir penser contre soi-même. Et ce n'est pas une finalité chez vous, mais c'est le moyen de mettre en pratique cette maxime chère à Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Et il faut reconnaître que c'est pas toujours agréable et que parfois vos livres sont pas forcément très bien reçus. Parce que qu'est-ce que vous nous racontez ? Que l'effacement des sociétés, c'est l'effacement des sociétés hier chrétiennes, aujourd'hui libérales. Un monde s'achève, l'angoisse monte, écrivez-vous, le monde se défait, ajoutez-vous. Alors vous avez publié La fin de la chrétienté en 2021. Pour nos amis chrétiens, c'est pas une bonne nouvelle. En 2026, vous revenez avec La tragédie migratoire et la chute des empires. Alors pour les chrétiens plus les autres, on se dit c'est mal barré également. Et dans lequel vous nous offrez une forme de méditation comparative, en effet, entre la chute de l'Empire occidental actuel et la fin de l'Empire romain. Alors avec le compagnonnage de Saint-Augustin comme professeur de lucidité et d'espérance, enfin une note positive, ce qui est assez agréable. Alors une question que tout le monde se pose, c'est la disparition de l'Europe et de la France, telle que nous l'avons connue et telle que nous la connaissions encore, est-elle inéluctable ? Oui, merci de cette présentation trop sympa. En réalité, je ne suis pas si pessimiste que ça, et c'est d'ailleurs souvent ça qui ne plaît pas à mes interlocuteurs, c'est que j'ai beau dire que les choses se défont, ça me fait pas tellement peur. C'est pour ça que je suis allé chercher Saint-Augustin pour m'inspirer de lui, parce que je trouve que c'est un bon maître en la matière de, je dirais pas d'optimisme, parce que l'optimisme c'est souvent béat et sot, mais disons d'espérance. Et personnellement, je ne pense pas du tout, ni que nous sommes foutus, ni qu'il n'y a plus de morale, certainement pas, ni que nous vivons dans le relativisme ou dans l'individualisme horrible. Je ne pense pas du tout ça. Donc voilà, je suis beaucoup plus dans l'espérance qu'on ne peut le croire. Alors, à propos de l'Empire romain, donc la question que vous me posez, je pense qu'effectivement, il y a une analogie. Peut-être que le mot comparaison est trop fort. C'est très compliqué de comparer deux époques aussi différentes l'une de l'autre. Mais il y a effectivement une analogie, c'est la fin d'un empire. Et l'empire occidental, moi, ça me fait toujours un peu rire d'entendre nos gouvernants actuellement qui disent quelle horreur, c'est le retour de la force. Comme si nous étions, pour ainsi dire, les champions de la morale et du droit. Pas du tout, nous sommes les champions. Alors, bien sûr, nous avons introduit la morale et le droit dans les relations internationales, le droit,
mais nous sommes les champions de la force. Et notre droit international ne fonctionne que parce qu'il y a la force derrière. Il n'y a pas de droit qui fonctionne sans la force. C'est quand même nous qui avons institué des tribunaux internationaux dans lesquels nous jugeons tous les autres, et surtout les petits, parce que les gros, on ne les juge pas, parce qu'on n'a pas la force, justement, pour les traîner devant les tribunaux. Donc, en fait, l'expression d'une force occidentale qui persiste, c'est l'armada qui se trouve actuellement devant l'Iran, l'armada américaine qui se trouve actuellement devant l'Iran. Personnellement, je suis d'ailleurs assez choqué de voir cette armada qui signifie, écoutez, nous avons tous la bombe atomique, mais vous l'aurez pas. Au nom de quoi? Au nom du fait que nous avons la force et pas vous. Donc, c'est vraiment un empire. L'empire occidental était vraiment un empire. Alors, il est en train de se défaire, se déliter, mais vous avez les deux extrémités, Est et Ouest, qui ne s'y résignent pas. Ni Poutine d'un côté, ni Trump de l'autre. Et qui disent non, nous allons garder notre empire, alors que la vieille Europe, au centre, s'effondre dans la culpabilité. Voilà, grosso modo, voilà comment je vois les choses. On peut approfondir si vous voulez. Chose intéressante, d'ailleurs, vous mettez Poutine dans l'Empire occidental. Pour moi, les Russes sont occidentaux. Ils sont orthodoxes, donc... bon. En tout cas, ils sont chrétiens, ça c'est vrai. Ils sont chrétiens. En majorité, en grande majorité. C'est quand même la matrice. Restons ensemble sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes toujours dans le choc des idées avec Stéphane Simon, Arthur de Vatrigan, Chantal Delsol, notre invité, je le rappelle, la tragédie migratoire et la chute des empires. Dans un instant, on va se demander, en quoi l'Occident d'aujourd'hui ressemble en quelque sorte à un empire à la manière de Rome. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Avec Stéphane Simon, avec Arthur de Vatrigan, le choc des idées chaque dimanche de 11h à midi sur Sud Radio, en compagnie de notre invité qui n'a pas peur de nous déranger par ses idées, justement. Chantal Delsol, auteur de La tragédie migratoire et la chute des empires, Saint-Augustin et nous, publié chez Odile Jacob. Sommes-nous en train de vivre tout simplement dans un empire qui se défait? Sommes-nous en train de vivre dans un empire en pleine décadence, Chantal Delsol? Je ne sais pas si c'est la décadence tellement l'expression qu'il faut utiliser, même si on peut le faire. C'est la première image d'Épinal qui me vient à l'esprit lorsque je parle de la chute de l'Empire romain. Oui, peut-être à tort. Oui, je comprends. Enfin, disons que c'est la fin d'un empire. Mais là, notre empire, l'empire occidental, il est déjà défait depuis le tournant du siècle. C'est-à-dire qu'au fond, c'est très récent. À quoi on le voit? Bon, d'abord, il y a eu la chute des colonies, la fin des colonies. La décolonisation s'est faite surtout de notre fait à nous. Il y a toute une évolution qui a donné ça. Et puis actuellement, c'est la chute de l'empire culturel occidental. C'est-à-dire le fait que un très grand nombre de pays, dit du Sud global, mais c'est une mauvaise expression, mais bon, je reprends cette expression parce que nous n'avons que celle-là sous la main pour l'instant. Tous ces pays ne veulent plus nous suivre. Enfin, ils disent, mais écoutez, votre démocratie, on n'a rien à faire. Vos droits de l'homme ne nous intéressent pas. Laissez-nous gouverner comme nous voulons. C'est la chute d'un empire culturel. Il y a quelque chose qui est passionnant dans votre livre, c'est justement la comparaison aussi entre ces deux empires, je dirais, quand il commence à douter de lui-même, d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites le parallèle entre cette Rome de la fin du 5e siècle, qui finit par ne plus croire en ce qu'était la République romaine, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre société, le poison de l'autocritique, de la culpabilité, du doute, qui finissent par précipiter finalement la chute de l'empire lui-même. Finalement, quand un empire passe de supérieur en culture à inférieur moralement, vous dites que c'est le début de la fin. Oui, et ça c'est très intéressant parce que tous les empires, dans l'histoire, tous les empires sont morts. Ça a été analysé par plein de gens comme Spengler, Toynbee, etc. Enfin, on voit bien. Mais en général, enfin toujours d'ailleurs, les empires meurent de manque de force. Si l'Empire soviétique s'écroule dans 10 ans ou dans 5 ans, dans 20 ans, c'est parce que Poutine n'aura pas eu assez de force pour maintenir dans son giron l'Ukraine et compagnie. Tandis que notre empire occidental et déjà l'empire romain se sont écroulés aussi par la culpabilité, par la critique d'eux-mêmes. Et ça, c'est quand même quelque chose de typiquement à la fois occidental, grec et chrétien. Les deux à la fois, les deux l'un derrière l'autre et l'un sur l'autre. Et on trouve, effectivement, j'ai fait cette recherche, on trouve dans l'Empire romain qui s'effondre cette culpabilité qui est déjà chrétienne à l'époque, surtout chez les évêques notamment.
que nous retrouvons alors aujourd'hui à l'état puissance 100, et pas forcément chez des chrétiens, puisque nous ne sommes plus vraiment chrétiens, mais nous avons récupéré cette culpabilité à l'état laïque. Et donc l'Empire s'effondre par affolement de soi. Arthur. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que l'histoire, la littérature, la philosophie nous montrent en effet que les empires sont mortels. Et pourquoi nous, on a encore cru que le nôtre allait être immortel? Pourquoi on a encore cru que, à la fin de l'histoire, pourquoi on a cru que ça allait pas nous concerner? Parce que c'est le propre des empires de se croire infini dans le temps et infini dans l'espace. Infini dans l'espace, un empire n'a pas de frontières, donc nous, notre empire culturel n'a pas de frontières. Il fallait éduquer aux droits de l'homme le moindre petite tribu d'Amazonie jusque-là. Et puis, nous n'avions pas de limite dans le temps. Et ça, les empires... Sinon, ça ne serait pas un empire s'il ne se croyait pas éternel. Et Fukuyama est typique à cet égard. Celui qui a annoncé la fin de l'histoire. Que la démocratie était la fin de l'histoire. C'est absolument extraordinaire. À une époque où déjà on voyait l'effondrement arriver, mais on y croyait encore. Moi, je me rappelle que dans les salons, les gens trouvaient que c'était génial, Fukuyama, parce que c'était vrai. Mais ça, je pense que c'est propre à l'Empire, ça. Dans la Rome de jadis, eh bien, on a eu tendance à accuser les dieux plutôt que les hommes. Ça, c'est ce qui nous différencie peut-être aujourd'hui par rapport à la période antique. À l'époque, on disait que les revers subis, les villas envahies, les campagnes dévastées, tout ça, c'était finalement la réponse des dieux de Rome à l'abandon dans lequel on les laissait. L'empereur Julien disait d'ailleurs que le salut de l'Empire, ça dépendait de la chute du christianisme. Et les chrétiens sont accusés à l'époque de tous les maux. Il ne pleut pas parce que c'est la faute aux chrétiens, les récoltes sont pas assez abondantes, c'est la faute des empereurs chrétiens qui ont cessé de payer les vestales. Et est-ce que vous voyez le parallèle avec l'époque où systématiquement, si ça va pas bien, si la situation sécuritaire ne va pas bien, c'est toujours la faute aujourd'hui aux musulmans? Oui, enfin, disons qu'à l'époque, vous aviez l'idée d'une justice immanente. Donc, on pensait toujours que les dieux intervenaient. Et d'ailleurs, les chrétiens se sont laissés prendre aussi à ça au début. C'est là qu'Augustin intervient et leur dit « Mais attendez, Dieu ne va pas s'occuper de savoir si votre soupe est chaude. » Mais aujourd'hui, c'est encore autre chose. Je pense que comme nous sommes dans une espèce de transformation à la fois spirituelle, religieuse, morale, nous sommes dans une grande polarité. D'ailleurs, les Romains de la fin étaient aussi dans une grande polarité. Vous aviez les païens qui restaient de l'autre. Vous citez Julien l'Apostat, qui a été le dernier empereur vraiment païen. Et puis, païen n'est pas péjoratif dans ma bouche. Et puis, vous aviez les chrétiens, et les deux luttaient l'un contre l'autre. Et aujourd'hui, vous avez aussi une lutte entre, disons, les chrétiens ou les conservateurs qui restent, et qui sont encore puissants, et puis ceux qui veulent absolument la postmodernité dans tous ces états. Et effectivement, on a tendance à dire, si quelque chose ne va pas, c'est la faute de l'autre. Alors, soit c'est la faute de l'extrême droite, soit c'est la faute des musulmans. Voilà. Ça veut dire qu'on recherche des boucs émissaires comme on en recherchait il y a Oui, sauf qu'avant, c'était la siècles. Justice immanente des dieux, donc nous ne sommes plus là-dedans. Ouais. Arthur. Mais là, il y a aussi la faute de nos anciens. Parce que si on a une mauvaise conscience, et vous expliquez que c'est peut-être la première fois à ce niveau-là qu'un empire va chuter par mauvaise conscience, par culpabilité, l'ancien, ceux qui nous ont précédés, peuvent être aussi un bouc émissaire. Et d'ailleurs, est-ce qu'on aurait raison d'avoir mauvaise conscience, nous, générations qui n'avons pas connu la colonisation, qui n'avons pas connu la fin du 19e, le début du 20e? Écoutez, on est la seule civilisation qui a été capable d'anéantir l'esclavage, d'abolir l'esclavage par mauvaise conscience. C'est pas forcément un mal, je trouve. Tous ces Anglais de 1860 par là se sont dit mais nom d'un chien, c'est honteux ce qu'on fait. C'est comme ça que ça a été aboli, pas autrement. Hein. C'est pas des gens qui ont voulu taper sur les propriétaires de nègres. Mais bon, la mauvaise conscience, ça peut marcher. Alors évidemment, après, ça peut donner une telle culpabilité ridicule que ça peut être complètement néfaste. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi pas? Pourquoi pas la mauvaise conscience? Il y a un moment où on s'aperçoit que non, on est injuste avec certaines catégories et donc on essaie de changer. Bon,
Est-ce qu'on est les premiers à le faire? Est-ce que les Occidentaux aujourd'hui sont les premiers justement à faire un peu d'introspection autour des crimes commis par leur père ou leur grand-père? Ah oui, bien sûr, mais personne ne l'avait fait avant eux. Non, c'est grec et c'est chrétien. C'est tout à fait, ça a été développé par les chrétiens. C'est la confession chrétienne. Non, je pense qu'on n'a vraiment jamais vu ça avant. On n'a jamais vu un empire qui s'effondre parce qu'il estime qu'il a été injuste. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'empire s'effondre parce qu'il estime qu'il a été injuste? On peut très bien dire que les Occidentaux ont mauvaise conscience à cause de la colonisation et des actes qu'ils ont perpétrés quand ils l'ont menée. Oui. En revanche, si les colonies se sont décolonisées, c'est aussi parce que la France avait plus les moyens de les garder. On n'a pas perdu Dien Bien Phu par mauvaise conscience. Naturellement. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est tellement des gens tellement moraux qu'on fait tout parce qu'on estime qu'on a été injuste. On fait aussi ça parce qu'on manque de force. Effectivement, je pense que si De Gaulle a décolonisé l'Algérie, c'est parce qu'il estimait que la France ne pouvait plus tenir tout ça. Hein. Non, mais c'est évident, vous avez raison. Mais on peut insister sur la culpabilisation parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement étonnant. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la vie et la mort d'une civilisation tout simplement quelque chose de l'ordre du vivant? C'est-à-dire que finalement une cellule, si on fait un parallèle, une cellule vivante, elle naît, elle se développe, elle croît et puis elle commence à dépérir et puis elle meurt. Est-ce que finalement les civilisations, c'est pas le reflet tout simplement de cette cellule, et une civilisation c'est de l'ordre du vivant, donc ça doit mourir? Oui, sauf que c'est difficile de faire la comparaison avec un élément organique, parce que c'est pas un élément organique. Il y a eu de belles pages de Cicéron que je crois j'avais reproduites citées dans mon livre, où Cicéron et Augustin d'ailleurs derrière lui après. Je crois que c'est un passage qu'on ne connaissait jusqu'au 19e siècle que par Augustin, puisque les œuvres de Cicéron avaient été détruites. Où il dit un être humain, il sait qu'il va mourir, donc il est à la merci du poison, du couteau et de la maladie. Mais une société, elle est faite pour être immortelle, entre guillemets. Donc elle n'a pas envie de mourir, et elle se demande tout le temps pourquoi elle mourrait, parce qu'en fait il n'y a pas de terme à sa vie. Donc elle peut durer éventuellement assez longtemps. Enfin, la société chinoise dure depuis très longtemps, et au fond elle est toujours très très semblable à elle-même quand on regarde. Elle a toujours le même régime, toujours la même manière de voir. Beaucoup de choses lui sont passées dessus. Elle a adopté le bouddhisme pendant plusieurs siècles et puis elle l'a abandonné pour revenir à Confucius. Enfin, c'est assez extraordinaire. Je pense que la société chinoise, l'empire chinois dure depuis des millénaires. Donc, une société n'étant pas organique, peut se dire qu'elle est immortelle. Voilà, peut se dire. Elle pourrait se le dire. En tout cas, on va se retrouver dans un instant. Et on va poser une question un peu consensuelle pour changer. Est-ce qu'il faut comparer vraiment l'immigration à laquelle l'Occident fait face aujourd'hui aux grandes invasions dont on a entendu beaucoup parler dans nos livres et nos cours d'histoire? On en parle dans quelques instants avec notre invitée Chantal Delsol, qui publie, je le rappelle, La tragédie migratoire et La chute des empires chez Odile Jacob, toujours en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Avec notre invité Chantal Delsol qui publie La tragédie migratoire et la chute des empires chez Odile Jacob. Nous sommes toujours en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon. Justement, on faisait un parallèle il y a quelques instants entre l'immigration à laquelle fait face l'Occident depuis un bon siècle, plus d'un siècle pour la France en tout cas, et les grandes invasions auxquelles a fait face l'Empire romain à la fin de son existence. Arthur de Vatrigan. En effet, vous l'avez dit, les empires n'inspirent plus forcément, occidentaux en tout cas n'inspirent plus les autres. Les autres peuvent refuser notre modèle. En revanche, beaucoup de leur peuple continuent à affluer chez nous. Il y a peu d'occidentaux qui émigrent en Afrique, au Maghreb, en Chine, à Moscou. Ils viennent plutôt en France et en Europe. Oui. Donc, est-ce qu'on peut comparer ces invasions d'aujourd'hui comme les invasions de l'Empire romain? Est-ce j'ai pas le sentiment qu'au moment de Rome, ils venaient avec une haine de l'Empire romain, avec une haine du christianisme ou des chrétiens comme aujourd'hui? Et déjà, à l'époque de l'Empire romain, ceux qui envahissaient, ceux qu'on appelait les barbares à l'époque, se convertissaient aussitôt, non pas directement au christianisme, mais pour commencer à l'arianisme, qui était une forme d'hérésie d'époque, parce que justement, ils voulaient s'adapter. Cela dit, il y avait quand même une haine. Il y avait quand même ça. Il y avait une haine de barbares vis-à-vis des civilisés. Alors pourquoi est-ce qu'on va toujours dans le même sens? Parce que j'ai essayé de décrire ça. Un empire conquête devient un empire refuge.
Donc à partir du moment où il ne conquiert plus, et il est doté de ce qu'on appelle un soft power, un pouvoir doux, c'est-à-dire un pouvoir d'attraction. Le pouvoir doux, c'est un pouvoir d'attraction, c'est-à-dire qu'il attire à lui. Pourquoi ? Parce que tous les peuples de la Terre, quels qu'ils soient, et quel que soit d'ailleurs leur caractère primitif, préfèrent toujours vivre dans un endroit libre, sûr, sécure, riche, confortable, agréable, où il y a des écoles, des hôpitaux et tutti quanti. Donc forcément, les gens déferlent vers les endroits, oui, où il y a les hôpitaux, et surtout quand les hôpitaux sont gratuits, comme chez nous, où il y a des écoles, forcément. Donc ils n'iront pas s'installer au Nigeria, ils iront s'installer en France. Et pourtant, des migrations à l'intérieur de ce qu'on appelait, vous contestez l'expression le sud global, il y en a aussi beaucoup. Par exemple, on voit aujourd'hui des mouvements migratoires de l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord. Ça nous paraît bizarre, alors qu'on n'est pas habitué à ces mouvements-là. Parce qu'ils vont vers plus de confort, plus de civilisation. Il y a quelque chose que je trouve absolument passionnant aussi dans votre ouvrage, c'est qu'à l'époque de Rome, vous nous apprenez que toutes les immigrations ne se valent pas. Alors évidemment, tout le monde aura compris que les Goths ne valent pas les Huns, etc. Mais c'est intéressant de le rappeler parce que aujourd'hui, on a tendance à mettre derrière le mot immigration un peu tout et n'importe quoi. Il faudrait plutôt dire les immigrations, parce que qui peut penser aujourd'hui en Occident que l'immigration asiatique a quelque chose à voir avec l'immigration maghrébine, entre un pays qui est, je dirais, une ancienne colonie française et un pays qui ne l'est pas. Tout ça produit des cas d'espèces, finalement, qui sont peu comparables. Et je trouve que dans votre livre, vous insistez là-dessus, et c'est intéressant. Les Goths, par exemple, qui viennent du nord de l'Allemagne, sont considérés comme très assimilables, ceux-là. Donc, on les voit d'un assez bon œil arriver. Il y a même des vagues, on ne le sait plus, mais il y a eu des vagues de plusieurs centaines de milliers de Goths qui sont rentrés sur les terres de l'Empire sans que ça pose de problème absolument. Enfin, ils détruisaient quand même des villes au fur et à mesure qu'ils avançaient. Les Ostrogoths ont pris Rome et ils ont écrasé Byzance. Et puis il y a les inassimilables, entre guillemets, ce sont par exemple les Huns qui viennent du Kazakhstan et de Mongolie, je le rappelle, et qui sont eux totalement rétifs au christianisme et qui vont être encore beaucoup plus problématiques que les autres. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on se trouve à un moment du temps où on ne connaît pas le monde. Hein. Les Romains savent que l'Inde existe, mais ils connaissent le bord de l'Inde, c'est tout. Et on s'imagine encore, il faut lire les livres de Pomponius-Mela par exemple, on s'imagine encore que tout à fait à l'extrême nord, à l'extrême est ou à l'extrême sud surtout, on va trouver des populations d'humains qui ressemblent à des animaux. On s'imagine qu'on trouve encore des humains avec, je sais pas, des griffes de lion ou des oreilles de lapin. Enfin, des trucs absolument invraisemblables. Donc, on fait des différences entre les humains qui sont très, très, très importantes. Alors bon, cela dit, c'est vrai qu'ici, il y a des différences entre les populations. Hein. C'est évident. Enfin, les populations asiatiques font démentir tous les discours woke, parce qu'ils sont tellement adaptables que c'est vis-à-vis d'eux qu'il faudrait quasiment faire des quotas. Et ils réussissent mieux que nous, hein, dans les universités, on le sait. Donc, et en même temps, on sait très bien que des populations italiennes ou portugaises s'adaptent beaucoup mieux que des populations, je dirais, musulmanes. Parce qu'en fait, le problème auquel nous en face, c'est surtout un problème de religion, finalement, beaucoup plus qu'un problème de population. Donc, effectivement, il y a des différences, et ça, il me semble que c'est pas du racisme que de le constater. Non, c'est un esprit de nuance, mais où l'époque n'est pas vraiment habituée à la nuance. Si j'étais pas à Sud Radio, je pourrais pas me permettre de dire un truc comme ça. Et pourtant, c'est pas chez moi de la détestation ni rien. C'est juste une constatation. Mais pourtant, si je mets une autre nuance, quand les Italiens arrivaient, on ne les félicitait pas spécialement pour leur capacité d'adaptation. Oui, on était aussi raciste à leur égard. Eh bien sûr, vous avez raison. On les traitait de macaroni, etc. Oui, bien sûr. Non, c'est évident. Mais il y a toujours une difficulté à accepter l'autre. Une forme de xénophobie. Bien sûr, c'est assez courant dans les populations humaines. Il faut lutter contre ça, bien sûr, mais malheureusement, c'est courant. Arthur. Ce qu'expliquait Alexandre de Vecchio dans son livre, c'est qu'il y a beaucoup ensuite d'immigrés italiens qui sont repartis, ce qui n'est pas forcément le cas ensuite pour les autres. Mais il y a quand même peut-être une nouveauté, alors peut-être que ça existait avant, c'est qu'on assiste quand même à une désassimilation d'enfants issus d'immigrés assimilés. Comment on explique ce phénomène ?
C'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, moi je me suis occupé à un moment de ma vie d'une association qui s'occupait d'intégrer ces populations et qui d'ailleurs maintenant est très grosse et fonctionne très bien. Mais je pense qu'on n'a pas fait l'effort suffisant. Hein. Je dis pas qu'on les a parqués, on les a beaucoup aidés, mais on a balancé de l'argent par hélicoptère. Il aurait fallu, je pense, les aider de personne à personne, s'occuper d'eux de personne à personne, les intégrer en les insérant véritablement chez nous. On n'a pas su le faire. On a balancé. C'est qu'on ne s'est pas assez mélangé. Oui, c'est pas assez mélangé, mais si vous regardez les Suisses, ils mélangent beaucoup plus les populations. Étant donné que c'est complètement décentralisé, les Suisses reçoivent autant ou plus d'émigrés que nous, mais ils ne les laissent pas s'installer dans des banlieues tous ensemble et en dehors de nous. Ils les obligent à s'intégrer d'une certaine manière. Et ceux qui ne veulent pas s'intégrer ou qui font de la délinquance, ils les expulsent vraiment. Ils ne font pas que dire qu'ils les expulsent, comme chez nous. Ils les expulsent vraiment. Et les autres s'intègrent beaucoup mieux. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de notre faute. Alors, je suis peut-être dans la culpabilité, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de notre faute. Ouais. Vous êtes beaucoup dans la culpabilité. Oui. Stéphane Simon. Je pense qu'on a mal fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Dans le bas empire romain, il y a des choses passionnantes. Vous nous apprenez que les populations étrangères qui arrivent sur nos sols, en fait, se nidifient, c'est le terme que vous utilisez, et que les nouveaux arrivants sont souvent incapables de maintenir la même culture. Et au 5e siècle, par exemple, en Grande-Bretagne, les Anglais perdent, enfin, ce qui ne sont pas encore les Anglais, hein, les citoyens, on va dire romains, perdent ces structures administratives, l'économie, la langue latine se fait de plus en plus rare. Ça nous rappelle des choses, finalement. Ça nous rappelle que l'arrivée de populations étrangères devient vraiment problématique quand elle ne s'assimile plus, quand elle garde telle qu'elle est venue, entre guillemets, pour reprendre un slogan assez connu d'une publicitaire. C'est si vous arrivez tel que vous êtes, vous risquez pas de vous intégrer, et c'est là où ça commence à devenir problématique, et c'est là où l'Empire romain a commencé à chuter. Oui, bien sûr. Et il s'est produit dans l'Empire romain ce qu'on voit se produire, par exemple, dans l'apparition de califats en Belgique. D'ailleurs, il faut noter que la Belgique est le pays d'Europe le plus culpabilisé, parce que c'est elle qui se sent très coupable vis-à-vis de la colonisation au Congo belge, qui a été quelque chose de terrible. Et c'est pas un hasard si les califats apparaissent d'abord là. Hein. Et je pense que c'est assez représentatif. Ça ressemble, en tout cas, à ces fédérés barbares qu'on voyait apparaître dans l'Empire romain. Et il faut quand même se mettre dans la peau du Romain moyen qui voit sur le lieu où nous sommes aujourd'hui, en France, au 5e siècle, les écoles fermées les unes après les autres. Vous imaginez un peu, hein. Vous voyez les écoles qui ferment. C'est assez extraordinaire. Donc c'est un désastre social qui est dû effectivement à une immigration qui est tellement énorme que ce sont des gens qui arrivent, qui profitent d'abord du confort et de la richesse des lieux, c'est très bien, et puis qui ensuite sont tellement nombreux et tellement inassimilés que finalement ils détruisent les lieux en s'en emparant. Et d'un autre côté, ils rendent service aussi à l'Empire, puisque les fédérés barbares, comme on dit, sont les peuples qui combattaient sur la frontière pour le compte de l'Empire. Mais naturellement, mais les Romains non seulement les laissent entrer, mais souvent les appellent, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, ils n'ont plus de démographie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup à ce que nous avons aujourd'hui. Hein. Une forme d'écho, en quelque sorte. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants. Le choc des idées sur Sud Radio, toujours avec Chantal Delsol, notre invitée, qui publie, je le rappelle, La tragédie migratoire et la chute des empires chez Odile Jacob. Arthur de Vatrigan, toujours présent, tout comme Stéphane Simon. Dans quelques instants, on va parler un peu de morale. Est-ce moral de ne pas vouloir que des plus pauvres viennent chez soi, par exemple? On va en parler dans un instant. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à midi sur Sud Radio, comme chaque dimanche, en compagnie de notre invité qui n'a pas peur de déranger par ses idées. Nous sommes avec Chantal Delsol qui publie La tragédie migratoire et la chute des empires chez Odile Jacob. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Simon, d'Arthur de Vatrigan, et nous parlions justement de la morale, puisqu'on fait une comparaison entre les grandes invasions, c'est comme ça qu'on les appelle en France à la fin de l'Empire romain, et l'immigration aujourd'hui à laquelle on fait face. Est-ce qu'il est moral de ne pas vouloir que des personnes dans le besoin qui viennent de pays en guerre viennent chez nous? Chantal Delsol. Alors là, je pense qu'il faut effectivement faire intervenir ce qu'on peut appeler la situation tragique.
C'est-à-dire que vous avez un principe qui est le principe moral de l'accueil. On n'a pas le droit d'être riche, confortable comme nous le sommes, d'avoir un état social magnifique et puis de refuser des gens qui sont pauvres, malchanceux, pas libres, etc. Donc il y a un principe moral, mais il y a aussi un principe politique, et le principe politique veut que l'on défende l'identité du pays. Ça, c'est quand même le rôle de la politique. Donc vous avez deux principes qui sont à la fois contradictoires et tous les deux affamés. Alors il faut se démener là au milieu de ça. Il faut que ces deux principes soient obéis, mais ils sont contradictoires. Alors moi, ce que je dis là devant ça, mais bon, c'est très discutable, je sais bien. Il me semble qu'il faut développer des deux côtés énormément de qualités, je dirais même de vertus, pour nourrir les deux principes en question. C'est-à-dire que d'une part, il faut nourrir le principe moral. C'est pour ça que je dis qu'il aurait fallu s'occuper de ces populations au lieu de balancer de l'argent du haut des hélicoptères. Mais on ne l'a pas fait. C'est-à-dire s'engager nous-mêmes dedans. Et d'un autre côté, il faut avoir des politiques très lucides, ce que nous n'avons absolument pas, très actives, ce que nous n'avons pas du tout. Nous avons juste des gouvernants qui parlent, qui ne font jamais rien. Et donc, être vraiment très, très précis et très juste en même temps vis-à-vis des immigrés qui se conduisent pas bien, des OQTF ou des gens qui portent des bombes dans leur poche, etc. Ce qu'on fait absolument pas. Arthur de Vatrigan. Dès on aurait dû plus s'engager, mais alors au-delà de verser vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion de culpabilité? Ah non, pas du Arthur. tout. Non, absolument pas. Il a le droit. Justement, c'est pour ça que je je suis toujours très à l'aise, vous inquiétez pas. S'engager, oui, mais sauf que il me semble que quand on paye les soins, quand on paye l'école, donc la transmission, le savoir, la culture, quand on donne un logement, donc c'est-à-dire un lieu géographique, toutes les aides sociales qui vont avec, c'est pas que l'argent versé par la fenêtre, c'est aussi des moyens qui permettent à quelqu'un de prendre racine et de se développer. Et quand ils sont arrivés, les premiers migrants, alors il y avait les migrants en effet italiens, polonais, les Belges portugais, étaient les puis premiers, ensuite les Belges au début, puis ensuite l'immigration maghrébine, puis subsaharienne. Ils sont pas arrivés dans un lieu déserté. Si vous reprenez ce très beau film Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin sort de prison. Après 20 ans de prison, il revient dans sa maison. Sa maison est à Sarcelles, c'est la seule maison qui reste, ce sont des bars. C'est un film assez amusant parce qu'on découvre Sarcelles qui se monte à ce moment-là. Il y a un mélange. Sauf que ce qui s'est passé depuis, c'est que tous les blancs, entre guillemets, se sont fait foutre dehors. C'est ça le problème. C'est que vous donnez à une certaine population des moyens, la culture, l'enseignement, ils vivent avec d'autres, et ça se conclut par on rejette tout, on casse tout, et les blancs partent. C'est pour ça que je trouve la culpabilité un peu dure. Chantal Delsol. Parce que tous ces dons, entre guillemets, auraient dû s'accompagner d'une éducation qui ne peut se faire que grâce à, je dirais même, à une amitié sociale, une amitié aristotélicienne. Hein. C'est pas l'amitié que nous avons, vous et moi. Je pense que ça aurait pu se faire. Parce que ce sont des populations qui n'ont pas du tout la même culture que nous. Et si on laisse... L'une des premières fois où je suis arrivé dans cette association dont je vous parle, c'était dans les années 80. Quand je suis arrivé devant cette barre d'immeubles, il y avait des paniers qui pendaient à toutes les fenêtres. Pourquoi? Parce que dans ces populations, le mari part le matin avec le panier à provisions et les enfants, enferme sa femme chez elle et rentre le soir avec les provisions et les enfants. Et elle est enfermée toute la journée. Quand elle a besoin d'un bout de pain ou d'un cachet d'aspirine, elle descend un panier. Ça se passait comme ça. Donc vous n'allez pas me dire qu'il ne fallait pas faire de l'éducation. Parce que sinon, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un pays avec des populations aussi différentes. Mais l'éducation, ça se fait avec l'amitié sociale, l'amitié d'Aristote. Ça se fait pas à coup de trick ou... Mais nous, on n'a rien fait du tout. On leur a balancé de l'argent. Donc ça marche pas. Stéphane Simon. Il y a quelque chose qui échappe un peu à votre livre et qui est pourtant pour moi très intéressant de vous entendre. On voit au fil des pages, vous faites des similitudes sur la déliquescence romaine et l'occidentale. En revanche, on ne voit pas bien de quoi va accoucher la fin de notre Occident. À vous lire, vous ne tranchez pas cette question. D'ailleurs, vous ne l'abordez à peine. Est-ce que c'est l'islam qui triomphera? Est-ce que c'est
le transhumanisme, une civilisation finalement avec un homme augmenté, notamment par l'IA, qui va prendre notre place? Est-ce que c'est le triomphe de l'Asie? Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que c'est vrai que les mêmes causes n'accouchent pas nécessairement des mêmes conséquences. Est-ce que, à quoi vous pensez pour la suite de l'Occident? Bon, il ne faut pas me prendre pour un prophète non plus. Non, bien sûr, mais on a quand même envie de vous entendre là-dessus. Il veut savoir ce qu'il y a après. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Donc, à partir du moment où la vieille Europe, comme j'ai dit au début, s'effondre, dans sans doute trop de culpabilité, en tout cas n'a plus de force. Pourquoi? Parce que ça fait quand même 70 ans qu'on s'achète des glaces au lieu de s'acheter des armes. Hein. Il ne faut pas rêver, l'état social, c'est ça quand même. Donc si on continue comme ça, je pense que l'Europe va s'effondrer en elle-même. Et donc va sans doute être... littéralement prise d'assaut par des populations qui viennent de l'extérieur et qui, il va se passer un petit peu ce qui s'est passé sous l'Empire romain, ce qui ne veut pas dire que ce sera la même chose en Russie et en Amérique, parce que l'Amérique se défend. L'Amérique est plus jeune. D'ailleurs, faut ajouter quand même que l'Empire byzantin a survécu presque 1000 ans de plus que l'Empire romain d'Occident. Hein. Bien sûr. Donc là, ça sera peut-être le surgeon américain qui est en fait une société plus neuve. Hein. Et donc, moi, regardant... Plus neuve et fondée aussi sur l'immigration, beaucoup plus que l'Europe. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas tout à fait pareil. Je suis obligé de relever le paradoxe. Oui, c'est pas tout à fait pareil, parce que d'abord, ils sont prêts à résister. Et puis en plus, attendez, il y a l'Atlantique quand même. Arriver en bateau, c'est quand même plus compliqué. Hein. C'est vrai. Bon, enfin, c'est même pas possible. Il y a des vagues migratoires aujourd'hui très importantes aux États-Unis, d'ailleurs, qui ont un impact énorme sur le débat démocratique. C'est pas pareil de recevoir des Mexicains et de recevoir des populations... Pourtant, Donald Trump parle beaucoup plus mal des Mexicains que n'importe quel politicien parle de qui que ce soit en Europe. Parce qu'ils sont plus fermes que nous. Donc, mais j'ai pas eu ma réponse, moi, sur qu'est-ce qui arrive après cette chute de l'Europe, là. Ça peut être une invasion, ça peut être l'instauration de califat chez nous. Ouais. Il est très possible que dans 60 ans, Notre-Dame soit transformée en mosquée. Et dans ce cas-là, que feront nos enfants? S'ils parlent des langues, ils iront s'installer au bord de l'Orénoque ou de l'Oyo pour continuer à écrire des livres ou à inventer des brevets. Vous y croyez vraiment? Non, mais je dis, il se peut que. Vous me posez une question. Oui, bien sûr. Je réponds, il se peut que. Il se peut aussi que nous soyons prêts à résister. Mélanie a l'air de le faire. Les pays scandinaves le font. Hein. C'est plus facile pour eux parce qu'ils sont au nord, ils n'ont pas la Méditerranée. Mais enfin, ils le font. Et pourtant, ce ne sont pas des pays d'extrême droite. Donc, il y a des possibilités. Il se peut que ça se produise. Puis après, il y a l'autre problème, c'est le problème religieux, qui, à mon avis, est un problème très différent et qui, je ne pense pas que l'un attire l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer à cet égard? Il est évident qu'on est en train de devenir des populations plus ou moins agnostiques. On a l'impression que, je dis bien, je parle d'impression et de possibilité, je dis, il n'y a rien de certain. On a l'impression que le vieux catholicisme pourrait devenir ce qu'on appelle la petite église et être submergé d'un côté par l'islam et de l'autre côté par les protestants, les évangéliques, qui sont deux faces, deux surgeons d'une certaine manière. Les protestants insurgents illuminés, radicaux et passéistes, et les protestants insurgents postmodernes. Hein. Il est très possible que les catholiques deviennent la petite église là au milieu. Et puis il y a l'afflux de l'agnosticisme, qui, lui, n'est pas du tout amoral, contrairement à ce que disent les vieux catholiques qui restent, mais est en train de réinventer une morale humaniste laïque qui repêche les principes du catholicisme et les reprend à son propre compte en devenant, je dirais, quelque chose qui ressemble un peu au devenir chinois. Donc, c'est aussi une possibilité, ça. Et ça nous amène peut-être à cette dernière question, parce que vous insistez quand vous le dites. Vous restez optimiste pour votre part. Qu'est-ce qui vous rend optimiste et qu'est-ce qui vous donne des raisons d'être optimiste? Parce que je pense que les choses humaines doivent de toute façon mourir un jour. Comme vous l'avez dit au début, elles ne sont pas organiques, mais d'une manière ou d'une autre, elles se dessèchent. Et donc, ça, c'est pas très grave. Mais à partir du moment où on a soi-même des principes forts et une croyance forte, tout ça, ça résiste au temps. Il faut les transmettre, ce qui n'est pas facile. Hein. Mais ça résiste au temps et ça résistera dans d'autres situations, avec d'autres populations et d'autres institutions.
Eh bien, on en reparlera, pourquoi pas. Merci beaucoup, Chantal Delsol, d'être venue sur Sud Radio. Je rappelle votre ouvrage, La tragédie migratoire et la chute des empires, Saint-Augustin et nous. C'est publié chez Odile Jacob. Merci, Arthur de Vatrigan. Merci à vous. Je rappelle aussi qu'on peut lire une excellente interview de Chantal Delsol dans le magazine L'Incorrect, toujours dans vos kiosques. Et puis, on peut toujours relire les ouvrages de Stéphane Simon. C'est gentil. La semaine prochaine, on reçoit Alexandre Devecchio, qui sera notre invité. Pour son livre, Nous vivions côte à côte. Chers amis, tiens, je vous laisse en compagnie de Laurent Permas. Juste après les informations, la vie devant nous au programme aujourd'hui, comment bien vivre chez soi et pourquoi pas le plus longtemps possible. Voilà une question qui est dans l'air du temps aussi. Ce sera juste après les informations de midi. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche.